Elle a escroqué toute la famille, a témoigné mon frère avec assurance. Voici la preuve de son vol. Maman et papa hochaient la tête depuis la galerie. Je suis restée assise tranquillement tandis que mon avocate ouvrait 3 dossiers. Votre honneur, le Federal Bureau of Investigation vient de confirmer que leurs preuves démontrent leur propre opération de blanchiment d'argent. Tante Sarah s'est évanouie alors que les agents fédéraux entraient. Si vous avez déjà été accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait par les personnes qui l'avaient réellement fait, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Victoria Chin et ma famille m'a poursuivi en justice pour 2,8 millions de dollars qu'ils prétendaient que j'avais volés à notre entreprise familiale. L'ironie? Il n'y avait pas d'entreprise familiale. Pas une légitime, du moins. Quoi qu'il en soit, laissez-moi revenir en arrière. Je suis la plus jeune de 4 enfants de la famille Chin. Mes frères et sœurs aînés, mon frère David, ma sœur Michelle et ma sœur Karen, étaient le trio en or. Ils se sont tous lancés dans la finance. Ils se sont tous bien mariés. Ils vivaient tous dans la même banlieue exclusive à l'extérieur de Seattle. Ils jouaient au golf ensemble, partaient en vacances ensemble, investissaient ensemble. J'étais l'exception. Je suis devenu analyste financière pour des organisations à but non lucratif qui fournissaient des microcrédits aux communautés défavorisées. Je gagnais 73 000 $ par an. C'était confortable, mais rien de spectaculaire. Je vivais dans un appartement modeste en ville, je conduisais une Subaru vieille de 7 ans et je passais mes week-ends à faire du bénévolat dans des ateliers de littératie financière. Ma famille trouvait cela embarrassant. Victoria travaille avec des pauvres, expliquait ma mère lors des réunions de famille, sa voix dégoulinant d'une déception à peine dissimulée. Elle aurait pu travailler chez Goldman Sachs, mais elle a choisi la charité. La vérité était plus compliquée. J'avais en fait reçu des offres de 3 grandes banques d'investissement après avoir obtenu ma maîtrise en administration des affaires de Wharton. Mais j'avais aussi vu ce que la crise financière de 2008 avait fait aux gens ordinaires, et j'avais décidé d'utiliser mes compétences différemment. Ma famille n'a jamais compris ce choix. Pour eux, l'argent était la seule mesure du succès et, selon leurs normes, j'étais un échec. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je construisais quelque chose d'extraordinaire depuis 8 ans. Quelque chose qui finirait par tout exposer de ce qu'ils cachaient. Cela a commencé assez innocemment. Il y a 5 ans, mon oncle Richard, le frère de mon père, m'a appelé paniqué. Il mourait d'un cancer du pancréas et voulait parler de sa succession. Victoria, a-t-il dit, sa voix faible. J'ai besoin de ton aide. Mais tu ne peux rien dire à ton père ou à tes frères et sœurs. Promets-le-moi. J'ai promis. L'oncle Richard avait été le millionnaire discret de la famille. Alors que mon père et mes frères et sœurs affichaient leur richesse, l'oncle Richard avait vécu modestement et investi brillamment. Il possédait un portefeuille d'actions versant des dividendes d'une valeur d'environ 8,7 millions de dollars. Ton père me met la pression pour investir dans leurs entreprises, a expliqué l'oncle Richard lors de notre réunion au bureau de son avocat. Mais quelque chose ne va pas, Victoria. Les chiffres ne tiennent pas debout. Les rendements qu'ils prétendent obtenir sont mathématiquement impossibles. Je pense qu'il dirige une sorte de combine. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des prospectus d'investissement, des états financiers et des documents fiscaux de quelque chose appelé Chin Family Capital Partners. Je n'en avais jamais entendu parler. Ils m'ont dit que c'était un fonds d'investissement familial privé, a dit l'oncle Richard. Des rendements annuels de 23% garantis. Ils veulent que j'investisse tout mon portefeuille. Mais Victoria, aucun investissement légitime ne génère des rendements garantis comme ça. C'est soit de la fraude, soit du blanchiment d'argent. Et je pense que c'est les deux. J'ai passé 3 semaines à analyser les documents que l'oncle Richard m'avait donnés. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Chin Family Capital Partners était censé être un fonds d'investissement immobilier dirigé par mon frère David avec mes sœurs Michelle et Karen comme associés. Selon leurs documents, ils généraient des rendements constants de 23% depuis 7 ans en identifiant des propriétés sous-évaluées et en maximisant les revenus locatifs. Mais les chiffres racontaient une autre histoire. Les propriétés qu'ils prétendaient posséder n'existaient pas à plusieurs des adresses indiquées. Les revenus locatifs qu'ils rapportaient étaient 3 fois supérieurs au taux du marché pour des propriétés comparables. Les frais de gestion qu'ils facturaient étaient extraordinaires, 42% de tout le capital investi annuellement. Plus accablant encore,
l'argent provenant des nouveaux investisseurs correspondait exactement au rendement versé aux investisseurs existants, moins ses frais de gestion. C'était un système de Ponzi classique superposé à ce qui semblait être du blanchiment d'argent par le biais de transactions immobilières fausses. L'oncle Richard avait eu raison d'être méfiant. « Que veux-tu que je fasse ?» lui ai-je demandé. « Je veux que tu aies tout », a-t-il dit simplement. Chaque action, chaque obligation, chaque actif. Tout te reviendra, Victoria. Parce que tu es la seule dans cette famille à avoir de l'intégrité. Oncle Richard, c'est presque 9 millions de dollars. Je sais exactement ce que c'est. Et je sais exactement ce qu'ils feront s'ils mettent la main dessus. Ils le verseront dans leur combine, perdront tout et te blâmeront d'une manière ou d'une autre. Ses yeux étaient féroces malgré sa maladie. Promets-moi que tu le prendras. Promets-moi que tu l'utiliseras pour faire le bien. Et promets-moi que tu les arrêteras avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. J'ai promis. L'oncle Richard est mort 3 semaines plus tard. Son testament était inattaquable, tout me revenait avec une clause spécifique indiquant que le legs était fait en reconnaissance de l'intégrité de Victoria et en pleine connaissance du fait que les autres membres de la famille sont spécifiquement exclus en raison de préoccupations concernant l'inconduite financière. Le testament a été lu en privé selon les instructions de Richard. Ma famille n'a même pas su pour l'héritage pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois, j'ai travaillé avec l'avocat de l'oncle Richard, Harold Stevenson, et une experte comptable judiciaire nommée Dr Patricia Wong pour analyser Chin Family Capital Partners en profondeur. Ce que nous avons découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Alors que ma famille pensait que je luttais avec mon salaire d'organisation à but non lucratif, je construisais en fait quelque chose d'extraordinaire. Les 8,7 millions de dollars de l'oncle Richard avaient été investis avec soin et éthique. En travaillant avec une société de gestion de patrimoine spécialisée dans l'investissement d'impact, je l'avais fait passer à 11,3 millions de dollars en 5 ans. Le portefeuille générait environ 385 000 dollars de revenus annuels, que j'utilisais pour financer des initiatives de microfinance et des programmes de littératie financière. Mais plus important encore, j'avais utilisé ces ressources pour enquêter sur l'opération de ma famille. L'analyse judiciaire du Dr Patricia Wong a révélé toute l'étendue de Chin Family Capital Partners. Total investi par les victimes, 47,3 millions de dollars sur 7 ans. Les victimes comprenaient 17 investisseurs âgés à qui l'on avait dit que leur fonds de retraite serait protégé et augmenté, 8 églises et organisations à but non lucratif qui avaient investi des fonds de dotation, 23 investisseurs individuels, principalement de la famille, des amis et des associés d'affaires, et 2 petits fonds de pension. Actifs réels sous gestion, 8,2 millions de dollars. Où était passé le reste ? 23,1 millions de dollars versés aux premiers investisseurs sous forme de faux rendements, une structure de Ponzi classique. 12,7 millions de dollars en frais de gestion versés à David, Michel et Karen. 3,3 millions de dollars en achats de luxe, la maison de vacances de David à Maui, le bateau de Michel, la collection d'art de Karen, les croisières fluviales européennes de mes parents. La composante blanchiment d'argent, David avait créé 17 sociétés écrans avec des noms à consonance légitime comme Pacific Northwest Property Holdings et Cascade Real Estate Development Corporation. L'argent passait de Chin Family Capital Partners à ces sociétés écrans pour des acquisitions immobilières qui n'avaient jamais lieu. Les sociétés écrans transféraient ensuite l'argent à mes frères et sœurs sous forme de frais de consultation ou de revenus de gestion immobilière. Cette structure leur permettait de déclarer des revenus d'entreprise d'apparence légitime sur les déclarations fiscales, de cacher la structure du système de Ponzi et de blanchir de l'argent provenant de sources inconnues. Nous soupçonnions, sans pouvoir le prouver, des liens avec le crime organisé. Exposition criminelle, fraude électronique, crime fédéral, 20 ans maximum. Fraude en valeur mobilière, crime fédéral, 20 ans maximum. Blanchiment d'argent, crime fédéral, 20 ans maximum. Évasion fiscale, crime fédéral, 5 ans maximum. Abus envers les personnes âgées, crime d'État, 4 ans maximum. Le docteur Wong estimait que mes frères et sœurs risquaient 40 à 60 ans de prison fédérale s'ils étaient reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. J'avais passé 3 ans à rassembler des preuves, non pas pour détruire ma famille, mais pour me préparer à protéger les victimes lorsque le stratagème s'effondrerait inévitablement. Puis ma famille a découvert l'héritage de l'oncle Richard. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. J'avais réussi à garder le legs de l'oncle Richard secret pendant presque 6 mois. Mais dans une famille aussi fouineuse que la mienne, les secrets ne durent pas éternellement. Ma cousine Jennifer,
la fille de tante Sarah, travaillait dans une banque et a remarqué mon nom sur certains documents de fiducie. Elle a appelé ma mère immédiatement. La réunion de famille a été convoquée un samedi de mars. J'ai été prié de me présenter à la maison de mes parents. Quand je suis arrivé, ils étaient tous là. Mes parents, Robert et Linda, mes frères et sœurs David, Michel et Karen, avec leurs conjoints et tante Sarah. Ils étaient assis dans le salon formel comme lors d'une réunion du conseil d'administration d'une entreprise. Mon père n'a pas perdu de temps en politesse. Nous sommes au courant du testament de l'oncle Richard, a-t-il dit froidement. 8,7 millions de dollars, tout pour toi. Nous voulons discuter de la distribution. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit calmement. L'oncle Richard m'a laissé sa succession. Sa décision était claire et juridiquement contraignante. Il mourait d'un cancer, a protesté ma mère. Il n'avait pas toute sa tête. Tu as dû le manipuler. Il a été évalué par 2 médecins distincts et jugé pleinement compétent, les jeux interrompus. Harold Stevenson s'est assuré que chaque exigence légale était respectée. Le testament est incontestable. David s'est penché en avant, son sourire de banquier d'investissement fermement en place. Victoria, sois raisonnable. Nous sommes une famille. L'oncle Richard aurait voulu que sa richesse profite à tout le monde, pas seulement à toi. La chose juste serait de la diviser également entre tous les frères et sœurs. Si l'oncle Richard avait voulu cela, il l'aurait écrit dans son testament, ai-je dit. Il a spécifiquement choisi de ne pas le faire. La voix de Michel est devenue tranchante. Et pourquoi penses-tu que c'était le cas? Quel mensonge lui as-tu raconté sur nous? Je ne lui ai rien dit. Il a tiré ses propres conclusions basées sur votre comportement. Karen a claqué sa main sur la table basse. C'est ridicule. Tu travailles pour une organisation à but non lucratif et tu gagnes 70 000 $ par an. Tu n'as aucune idée de comment gérer ce genre de richesse. Tu perdras tout en 2 ans. La chose intelligente serait de l'investir avec Chin Family Capital Partners. Nous te garantirions des rendements annuels de 23%. Non, ai-je dit simplement. La pièce est devenue silencieuse. Non. Le sourire de David s'est effacé. Victoria, nous offrons de t'aider. Je ne veux pas de votre aide et je n'investis pas un seul dollar avec Chin Family Capital Partners. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est irrespectueux et stupide. Ton frère a construit quelque chose de remarquable. Son fonds a surperformé le marché pendant cette année consécutive. Vraiment, ai-je demandé doucement. Où avez-vous payé les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs? La température dans la pièce a chuté de 20 degrés. Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix de David était dangereuse. J'ai dit que vos rendements sont mathématiquement impossibles. J'ai dit que vos avoirs immobiliers ne correspondent pas au registre du comté. J'ai dit que votre structure de frais est conçue pour extraire un maximum de capital des investisseurs. J'ai dit que cela ressemble à un système de Ponzi. Michel s'est levé. Espèce d'ingrate. J'en ai fini ici, ai-je dit en me levant. L'oncle Richard m'a laissé son argent et je le garde. Si vous voulez contester le testament, engagez un avocat. Mais vous ne gagnerez pas. Je suis sorti alors qu'ils me criaient encore dessus. C'est alors qu'ils ont commis leur erreur fatale. Au lieu de laisser tomber, ils ont décidé de me détruire. 2 mois plus tard, j'ai reçu des documents juridiques. David Chin, Michelle Chin Morrison, Karen Chin White, Robert Chin et Linda Chin contre Victoria Chin. Le procès prétendait que j'avais frauduleusement manipulé l'oncle Richard pour qu'il change son testament, volé 2,8 millions de dollars des comptes de l'entreprise familiale au cours des 5 dernières années, commis un vol d'identité en ouvrant des comptes au nom de David et commis une fraude fiscale en cachant des revenus. Les dommages qu'il réclamait, 2,8 millions de dollars en fonds volés, plus 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, plus la totalité de l'héritage de 8,7 millions de dollars de l'oncle Richard. Total, 16,5 millions de dollars. Les preuves qu'il prévoyait de présenter comprenaient des relevés bancaires montrant des transferts de Chin Family Capital Partners vers des comptes à mon nom, des courriels prétendument de moi demandant l'accès aux comptes de l'entreprise familiale, des documents fiscaux montrant que j'avais caché des revenus, des témoignages de membres de la famille sur mon comportement suspect et une comptabilité judiciaire montrant un vol systématique. C'était brillant, vraiment. Ils avaient fabriqué des preuves selon lesquelles j'avais volé dans leur système de Ponzi,
ce qui me discréditerait et fournirait une couverture pour leur opération. Il y avait juste un problème. Je me préparais exactement à ce scénario depuis 3 ans. Dès que j'ai reçu la plainte, j'ai appelé 3 personnes. Premièrement, Harold Stevenson, l'avocat de l'oncle Richard, qui avait anticipé ce procès et m'aidait à me préparer. Deuxièmement, le docteur Patricia Wong, dont le rapport de comptabilité judiciaire comptait maintenant 327 pages de fraude documentée. Troisièmement, l'agent spécial Michael Torres de l'unité des crimes financiers du Bureau fédéral d'investigation, qui montait un dossier contre Chin Family Capital Partners depuis 18 mois. Oui, je travaillais avec le FBI. Après que l'analyse initiale du Dr Wong eut révélé l'ampleur de la fraude, j'avais contacté le bureau local du FBI à Seattle. L'agent Torres enquêtait sur la fraude à l'investissement et était très intéressé par un système de Ponzi impliquant 47,3 millions de dollars. Pendant 18 mois, j'avais fourni des preuves au FBI, des dossiers financiers complets de Chin Family Capital Partners, des documents de formation de sociétés écrans, des relevés de virements bancaires, des courriels entre mes frères et sœurs discutant du stratagème, des enregistrements de réunions d'investisseurs où ils faisaient des promesses frauduleuses, et le témoignage de l'oncle Richard avant sa mort. Le FBI montait un dossier en vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket et corrompues, connue sous le nom de loi RICO. Ce n'était pas seulement de la fraude. C'était une entreprise criminelle organisée. Mais ils attendaient le bon moment pour agir. Le procès de ma famille a fourni ce moment. Voyez-vous, les preuves qu'ils prévoyaient de présenter au tribunal civil documenteraient leur propre activité criminelle. Les relevés bancaires montrant des transferts vers des comptes à mon nom? Ces comptes n'existaient pas. Ils avaient fabriqué les relevés. Les courriels de ma part? Des faux que nous pouvions prouver grâce à la criminalistique numérique. Les documents fiscaux? Encore des fabrications. Chaque élément de preuve qu'ils avaient créé pour me piéger constituait en fait un nouveau crime fédéral, entrave à la justice, parjure, falsification de documents, fraude envers le tribunal. L'agent Torres était ravi. Laissez-les présenter leurs preuves au tribunal, a-t-il dit. Laissez-les commettre un parjure sous serment. Laissez-les documenter leurs propres crimes. Ensuite, nous les arrêterons dans la salle d'audience. Alors, je me suis préparé différemment de ce à quoi ils s'attendaient. Pendant qu'ils créaient de fausses preuves, je travaillais avec 3 examinateurs de documents judiciaires distincts pour prouver que leurs preuves étaient fabriquées, compilant des historiques de transactions complets montrant que je n'avais jamais touché à leur compte, rassemblant les témoignages des 17 victimes âgées qu'ils avaient escroquées, organisant les preuves du FBI dans une présentation pour le juge et coordonnant avec les procureurs fédéraux le moment des arrestations. Mon avocate, Elizabeth Park, était une ancienne procureure fédérale spécialisée dans la criminalité en col blanc. Elle avait pris mon dossier bénévolement après avoir examiné le rapport du Dr Wong. C'est le cas de fraude le plus clair que j'ai vu en 15 ans, a déclaré Elizabeth. Votre famille ne va pas seulement perdre ce procès. Ils vont aller en prison. Le procès était prévu pour le 15 septembre. J'étais prête. Cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà été faussement accusé par des personnes qui étaient elles-mêmes coupables, car ce qui s'est passé ensuite était la justice. La salle d'audience était bondée. Ma famille s'en était assurée. Ils avaient invité la famille élargie, des associés d'affaires et des amis pour assister à mon humiliation publique. Mes parents étaient assis au premier rang de la galerie, l'air sombre et vertueux. Tante Sarah était assise à côté d'eux, tamponnant déjà ses yeux avec un mouchoir. Divers cousins, amis de la famille et associés d'affaires remplissaient les sièges restants. J'étais assise à la table de la défense avec Elizabeth Park. Nous avions 3 grandes boîtes de dossiers avec nous, méticuleusement organisées et étiquetées. À la table des plaignants, mes frères et sœurs étaient assis avec leur avocat, Richard Manning, un avocat d'affaires qui n'avait manifestement aucune idée de ce dans quoi il s'était embarqué. La juge Sandra Williams est entrée et nous nous sommes tous levés. C'était une ancienne procureure pragmatique connue pour son esprit vif et sa faible tolérance pour le théâtre en salle d'audience. « Asseyez-vous » a dit la juge Williams. « Monsieur Manning, vous pouvez appeler votre premier témoin. » Votre honneur, les plaignants appellent David Chin. Mon frère a pris la barre, l'air confiant dans son costume Tom Ford sur mesure. Il a prêté serment et s'est installé dans le fauteuil des témoins comme s'il lui appartenait. Manning lui a fait passer en revue les bases, ses références, sa maîtrise en administration des affaires de Stanford, ses 15 ans dans la finance, son rôle de fondateur de Chin Family Capital Partners, sa réputation d'investisseur éthique à haut rendement.
Puis ils sont entrés dans le vif du sujet. Monsieur Chin, pouvez-vous expliquer votre relation avec la défenderesse, Victoria Chin? C'est ma jeune sœur, a dit David, sa voix lourde de déception. J'ai toujours essayé de l'aider malgré ses choix de carrière. Quand elle a eu des difficultés financières, je lui ai donné accès à certains de nos comptes d'entreprise familiale pour qu'elle puisse apprendre ce qu'est le véritable investissement. C'était un mensonge. Je n'avais jamais eu accès à aucun de leurs comptes. Et que s'est-il passé avec cet accès, a demandé Manning. Sur une période de 5 ans, Victoria a systématiquement volé 2,8 millions de dollars à Chin Family Capital Partners. Elle a créé de fausses factures, falsifié des transactions et transféré de l'argent vers des comptes qu'elle avait ouverts en mon nom pour cacher le vol. Des hoquets de surprise dans la galerie. Ma mère secouait tristement la tête. Tante Sarah serrait ses perles. Avez-vous des preuves de ce vol, a demandé Manning. Oui. David a sorti un dossier épais. Des relevés bancaires montrant les transferts. Des courriels de Victoria demandant l'accès. Des relevés de transactions. Tout est documenté. Manning a déposé les documents comme pièce à conviction et a remis des copies au juge. Elisabeth ne s'est pas opposée. Elle est restée assise calmement à côté de moi, prenant des notes. Monsieur Chin, a continué Manning. Pourquoi n'avez-vous pas signalé ce vol à la police? Parce que c'est la famille, a dit David, sa voix se brisant légèrement. Je continuais d'espérer qu'elle rendrait l'argent. Je continuais de lui donner des chances de réparer les choses, mais elle a refusé. Elle a même manipulé notre oncle mourant pour qu'il lui laisse toute sa succession, excluant tout le monde. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous devions intenter une action en justice. Plus de hoquets de surprise. Quelqu'un dans la galerie a même dit, quelle horreur. Pas d'autres questions, a dit Manning. Elisabeth s'est levée lentement. Elle a ajusté ses lunettes et a souri aimablement à David. Monsieur Chin, vous avez témoigné que Chin Family Capital Partners génère des rendements annuels de 23%. Est-ce exact? Oui, a dit David avec confiance. Et vous avez maintenu ce taux de rendement pendant cette année consécutive? Oui. Combien d'actifs sous gestion le fonds possède-t-il actuellement? David a hésité une seconde. Environ 47 millions. Et la stratégie d'investissement du fonds est principalement axée sur l'immobilier. C'est exact. Nous identifions des propriétés sous-évaluées, les acquérons et maximisons les revenus locatifs. Elisabeth a hoché la tête. Pouvez-vous fournir au tribunal une liste des propriétés actuellement détenues par Chin Family Capital Partners? Une autre hésitation. Ces informations sont confidentielles. Votre honneur, a dit Elisabeth, je demande simplement une liste de propriétés. Les registres de propriétés sont sûrement des informations publiques. La juge Williams a regardé David. Monsieur Chin, fournissez la liste. L'avocat de David s'est penché et a chuchoté quelque chose. David a hoché la tête. Nous possédons 17 propriétés à travers Washington, l'Oregon et la Californie. Pourriez-vous les nommer? Je n'ai pas les adresses mémorisées. Vous vous souvenez sûrement d'au moins une propriété d'un portefeuille de 47 millions. La salle d'audience était silencieuse. Le sourire confiant de David commençait à se fissurer. L'immeuble de Pacific Northwest Property Holdings à Tacoma, a-t-il finalement dit. Elisabeth a sorti un document. Selon le bureau de l'évaluateur du comté de Pierce, il n'y a aucune propriété appartenant à Pacific Northwest Property Holdings à Tacoma. En fait, Pacific Northwest Property Holdings a été dissoute en 2021 pour défaut de dépôt des rapports requis. Elle a fait glisser le document vers le juge. Laissez-moi vous poser la question différemment, Monsieur Chin Family Capital Partners possède-t-il réellement des biens immobiliers? Nous possédons des propriétés par le biais de sociétés filiales. Combien de ces sociétés filiales existent? 17. Et combien de propriétés réelles ces 17 sociétés possèdent-elles? Le visage de David devenait rouge. Je devrais vérifier les dossiers. Je vais vous aider, a dit Elisabeth. Elle a sorti un autre dossier épais. Nous avons contacté le bureau de l'évaluateur de chaque comté à Washington, en Oregon et en Californie. Nous avons cherché dans toutes les bases de données immobilières. Nous avons vérifié chaque enregistrement de société. Vos 17 sociétés filiales possèdent exactement 0 propriété.
Elle a remis le rapport au jugé à Manning qui avait maintenant l'air très inquiet. Donc, si Chin Family Capital Partners ne possède aucun bien immobilier, d'où vient l'argent, a demandé Elisabeth. Du capital des investisseurs et des rendements. Des rendements de quoi? S'il n'y a pas de propriété générant des revenus locatifs? La bouche de David s'est ouverte et fermée. Son avocat lui chuchotait frénétiquement. Monsieur Chin, n'est-il pas vrai que Chin Family Capital Partners est en fait un système de Ponzi? Que vous payez les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs? Que les rendements de 23% sont mathématiquement impossibles parce qu'il n'y a pas d'investissement réel générant des revenus? C'est un mensonge, a crié David. Nous avons des investissements légitimes. Alors pourquoi les paiements aux investisseurs correspondent-ils exactement au dépôt des nouveaux investisseurs moins vos frais de gestion de 42%? Elisabeth a sorti des dossiers bancaires, les vrais obtenus par citation à comparaître du FBI. Ces dossiers montrent qu'en 2022, vous avez reçu 8,3 millions de dollars de nouveaux investisseurs. Vous avez versé 4,8 millions de dollars aux investisseurs existants comme rendement. Les 3,5 millions de dollars restants sont allés aux frais de gestion versés à vous, à Michelle Chin Morrison et à Karen Chin White. Il n'y a eu aucune acquisition de propriété, aucun investissement légitime, juste de l'argent tournant en rond pendant que vous extrayiez des frais. La salle d'audience a explosé. La juge Williams a frappé de son marteau. David a grippé la barre des témoins, ses jointures blanches. Ce sont des dossiers confidentiels, vous ne pouvez pas. Ils ont été obtenus par citation à comparaître fédéral, a dit Elisabeth calmement, parce que le FBI enquête sur Chin Family Capital Partners depuis 18 mois. À ce moment-là, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. L'agent spécial Michael Torres est entré, flanqué de 6 autres agents du FBI et de 2 enquêteurs de la commission des opérations de bourse. Tante Sarah a émis un bruit d'étouffement et s'est effondrée sur son siège. Votre honneur, a dit l'agent Torres en montrant son badge. Je m'excuse pour l'interruption. Nous avons des mandats fédéraux pour l'arrestation de David Chin, Michelle Chin Morrison, Karen Chin White, Robert Chin et Linda Chin. Le chaos a éclaté. Ma mère a crié. Michelle a essayé de courir et a été bloquée par un agent. Karen pleurait. Mon père s'est levé en criant à propos de ses droits. La juge Williams a frappé de son marteau à plusieurs reprises. Ordre. Ordre dans ce tribunal. Les agents ont agi efficacement. David a été tiré de la barre des témoins et menotté. Michelle et Karen ont été menottés à la table des plaignants. Mes parents ont été menottés dans la galerie. David Chin, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, blanchiment d'argent et racket, a dit l'agent Torres, lisant une carte. Michelle Chin Morrison, Karen Chin White, Robert Chin, Linda Chin, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude en valeurs mobilières, un blanchiment d'argent et du racket. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que les agents emmenaient ma famille hors de la salle d'audience menottée, je suis resté assise tranquillement à la table de la défense. Plusieurs membres de la famille dans la galerie me criaient dessus, me traitant de traîtresse, de menteuse, de monstre. La juge Williams a frappé de son marteau une dernière fois. Tout le monde va s'asseoir et se taire, ou je vous tiendrai pour outrage. La salle s'est calmée. Ma famille était partie, emmenée par des agents fédéraux. Votre honneur, a dit Elisabeth. À la lumière de ces arrestations, je demande le rejet de la plainte des plaignants. Motion accordée, a dit immédiatement la juge Williams. Elle a regardé les membres restants de la galerie, la famille élargie et les amis qui étaient venus assister à mon humiliation. L'audience est levée. Alors que les gens sortaient, beaucoup d'entre eux me lançant des regards noirs, Elisabeth a commencé à emballer nos dossiers. Ça va, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Je tremblais légèrement, mais ça allait. Mon téléphone a vibré. C'était un texto du Dr Wong, 17 victimes ont été contactées. Le processus de restitution commence. Tu as fait la bonne chose. J'avais fait la bonne chose. Mais je ne me sentais tout simplement pas bien. Les arrestations ont fait les nouvelles nationales en quelques heures. Une famille de Seattle arrêtée dans un système de Ponzi de 47 millions de dollars, lisait-on en une du Seattle Times. L'article détaillait comment Chin Family Capital Partners avait escroqué des investisseurs âgés, des églises et des fonds de pension pendant 7 ans. Dans les 24 heures,
la liberté sous caution a été refusée aux 5 membres de la famille. Les procureurs fédéraux ont fait valoir qu'ils présentaient un risque de fuite avec accès à des actifs cachés. Ils sont restés en détention fédérale. La commission des opérations de bourse a gelé tous les comptes associés à Chin Family Capital Partners et aux 17 sociétés écrans. Cela incluait les comptes personnels de mes frères et sœurs, les comptes de mes parents et tous les actifs détenus conjointement. Les médias se sont jetés sur l'histoire. Elle avait tout, une famille riche, une fraude massive, des arrestations au tribunal. Les photos de mes frères et sœurs étaient sur tous les journaux télévisés locaux. Les 8,2 millions de dollars d'actifs réels ont été gelés pour la restitution aux victimes. Ce n'était pas suffisant pour couvrir les 47,3 millions de dollars investis, mais c'était un début. Dans les 48 heures, le mari de Michel a demandé le divorce, citant la fraude et la tromperie. Le mari de Karen a fait de même. Les 2 hommes ont affirmé qu'ils n'avaient aucune connaissance du stratagème et protégeaient leurs propres actifs. La maison de vacances de David à Maui a été saisie par le FBI. Le bateau de Michel a été saisi. La collection d'art de Karen a été saisie. Tout était vendu pour la restitution aux victimes. La maison de mes parents, un domaine de plus de 460 mètres carrés à Medina d'une valeur de 3,2 millions de dollars, a été saisie. Ils l'avaient acheté en partie avec les produits de la fraude. 17 victimes ont intenté un recours collectif demandant une restitution complète plus des dommages-intérêts. Plusieurs victimes âgées ont donné des interviews en larmes sur la perte de leurs économies de toute une vie. En une semaine, le bureau du procureur des États-Unis a annoncé une mise en accusation de 47 chefs contre les 5 accusés. Les accusations comprenaient la fraude électronique, multiples chefs, la fraude en valeurs mobilières, multiples chefs, le blanchiment d'argent, multiples chefs, le complot, l'abus envers les personnes âgées et le racket. S'ils étaient reconnus coupables de tous les chefs, chaque accusé risquait 60 à 80 ans de prison fédérale. La femme de David a demandé le divorce. Dans sa demande, elle affirmait avoir découvert qu'il avait une liaison avec une cliente, qu'il jouait beaucoup et qu'il cachait des dettes dépassant 800 000 dollars. L'Association du barreau de l'État de Washington a ouvert une enquête éthique sur l'avocat de mes frères et sœurs, Richard Manning, pour son rôle dans la présentation de preuves fabriquées. Dans les 30 jours, les négociations de plaidoyer ont commencé. Les procureurs fédéraux ont proposé des accords, plaidé coupables de fraude et de complot, coopéré pleinement, purgé 15 à 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle. Mes frères et sœurs ont refusé. Ils croyaient toujours qu'ils pouvaient gagner au procès, qu'ils pouvaient prétendre que Victoria avait tout fabriqué, qu'un jury les croirait plutôt que le FBI. Mes parents ont accepté l'accord. Ils ont plaidé coupables et ont accepté de témoigner contre leurs enfants. Ils ont été condamnés à 8 ans chacun de prison fédérale. Les examinateurs de documents judiciaires ont confirmé que chaque élément de preuve présenté par ma famille dans leur procès contre moi était fabriqué. Les courriels étaient falsifiés. Les relevés bancaires étaient faux. Les documents fiscaux étaient falsifiés. Manning s'est retiré de l'affaire en affirmant que ses clients lui avaient menti. Il a coopéré avec les autorités pour éviter la radiation et les poursuites. 3 mois plus tard, le procès a commencé. Il a duré 6 semaines. J'y ai assisté tous les jours, assise dans la galerie pendant que les procureurs présentaient les preuves que j'avais aidé à rassembler. Les victimes âgées ont témoigné. Une femme, Margaret Flore, âgée de 79 ans, a pleuré en décrivant la perte de son fonds de retraite de 340 000 dollars. Un pasteur d'église a expliqué comment ils avaient investi leur fonds de construction de 580 000 dollars et tout perdu. Le docteur Wong a témoigné pendant 3 jours, guidant le jury à travers chaque transaction frauduleuse, chaque fausse propriété, chaque dollar qui avait été volé et blanchi. Mes parents ont témoigné contre leurs enfants, décrivant des années de fraude, de mensonges et de manipulation. Le jury a délibéré pendant 7 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 6 mois plus tard, le jour de la condamnation est arrivé. David Chin, 25 ans de prison fédérale, restitution complète ordonnée. Michelle Chin Morrison, 22 ans de prison fédérale, restitution complète ordonnée. Karen Chin White, 20 ans de prison fédérale, restitution complète ordonnée. Ils étaient tous dans la quarantaine. Ils auraient près de 70 ans ou seraient au début de la soixantaine avant d'être libérés. Mes parents, déjà condamnés, étaient dans des établissements fédéraux séparés purgeant leur peine de 8 ans. La famille élargie qui avait rempli la salle d'audience pour assister à mon humiliation a cessé de me parler. J'étais une traîtresse qui avait envoyé sa propre famille en prison.
Je m'en fichais. Alors que le monde de ma famille brûlait, je me concentrais sur ce qui comptait, les victimes. Le processus de recouvrement des avoirs a pris 18 mois. Entre les comptes saisis, les propriétés vendues et les poursuites en récupération contre les personnes ayant reçu des rendements frauduleux, nous avons récupéré environ 31,4 millions de dollars des 47,3 millions investis. Ce n'était pas une restitution complète, mais c'était substantiel. De nombreuses victimes ont récupéré 60 à 70% de leurs investissements. Pour les victimes âgées qui avaient le plus perdu, j'ai fait autre chose. J'ai utilisé 2,3 millions de dollars de l'héritage de l'oncle Richard pour créer un fonds d'aide aux victimes. Ce n'était pas une restitution. Légalement, je n'avais aucune obligation envers ces personnes. Mais moralement, je me sentais responsable. Si j'étais allé voir le FBI plus tôt, peut-être que moins de gens auraient été blessés. Margaret Flor, la femme de 79 ans qui a témoigné, a reçu 85 000 dollars du fonds, assez pour combler le vide de ses économies de retraite. L'église qui a perdu son fonds de construction a reçu 180 000 dollars. 15 autres victimes ont reçu des paiements allant de 30 000 à 150 000 dollars. J'ai également continué à faire croître le portefeuille de l'oncle Richard de manière éthique. En travaillant avec mes conseillers en investissement d'impact, je l'ai fait passer à 13,8 millions de dollars. Le revenu annuel est maintenant d'environ 470 000 dollars. Il finance des initiatives de microfinance et des programmes de littératie financière. Nous avons lancé un programme enseignant spécifiquement aux gens comment reconnaître la fraude à l'investissement. Nous avons utilisé Chin Family Capital Partners comme étude de cas, quels étaient les signaux d'alarme, comment fonctionnait le stratagème, pourquoi les rendements étaient impossibles. Si même une personne évitait la fraude grâce à ce programme, l'héritage de l'oncle Richard aurait fait ce qu'il espérait, empêcher les gens d'être blessés. Mon travail à but non lucratif a prospéré. J'ai été promue directrice de l'éducation financière avec un salaire de 124 000 dollars. J'ai prononcé des discours lors de conférences sur la prévention de la fraude. J'ai écrit des articles sur l'investissement éthique. J'ai construit une carrière dont j'étais fier et j'ai construit une famille choisie. Ma mentor, le Dr Wong, est devenu comme une tante pour moi. Harold Stevenson, l'avocat de l'oncle Richard, m'a traité comme une fille. Je me suis fait des amis dans la communauté de défense des victimes, le secteur à but non lucratif, le monde de l'investissement éthique. C'étaient des gens qui valorisaient l'intégrité plus que la richesse, qui mesuraient le succès par l'impact plutôt que par le revenu, qui comprenaient que faire la bonne chose signifiait parfois faire des choix difficiles. J'ai aussi rencontré quelqu'un, un avocat de l'aide juridique nommé Marcus, qui aidait certaines des victimes de fraude avec leurs demandes de restitution. Nous nous sommes liés par notre engagement commun envers la justice. Nous nous sommes mariés 2 ans après le procès lors d'une petite cérémonie avec 50 invités. Pas un seul membre de ma famille biologique n'a été invité. 3 ans après les arrestations, j'ai reçu une lettre de David depuis la prison fédérale. C'était 8 pages de rage, de blâme et d'amertume. Il prétendait que j'avais détruit la famille, que j'avais été jalouse de leur succès, que j'étais une traîtresse qui choisissait des étrangers plutôt que son sang. Il a exigé que j'utilise l'héritage de l'oncle Richard pour engager des avocats d'appel pour lui et nos sœurs. Il a dit que si j'avais la moindre décence, la moindre loyauté familiale, je les aiderais. J'ai brûlé la lettre sans la finir. 6 mois plus tard, Michel a écrit, sa lettre était différente. Excusante, réfléchie. Elle prétendait que la prison lui avait donné le temps de penser, de réaliser que ce qu'ils avaient fait était mal, de comprendre le mal qu'ils avaient causé. Elle demandait pardon, pas de l'argent ou de l'aide pour les appels, mais juste le pardon. J'y ai pensé longtemps. J'en ai discuté avec mon thérapeute, avec Marcus, avec le Dr Wong. Puis j'ai répondu, j'accepte tes excuses. J'espère que tu utiliseras ton temps restant en prison pour devenir quelqu'un qui mériterait le pardon. Mais je ne veux pas de relation avec toi. Ce que tu as fait n'était pas juste une fraude. C'était une trahison de chaque valeur qui compte pour moi. J'espère que tu trouveras la paix, mais tu la trouveras sans moi. Ma mère a aussi écrit depuis la prison, plusieurs fois. Ses lettres alternaient entre apitoiement et rage. Certains jours, j'étais sa fille ingrate qui avait trahi la famille. D'autres jours, j'étais son seul espoir, celle qui pouvait tout arranger. Je n'ai jamais répondu. Si vous avez déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et faire ce qui est juste, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait dans ma situation? Est-ce que tout cela vous semble familier?
Parce que si vous êtes passé par là, si vous avez découvert que les personnes qui étaient censées vous aimer inconditionnellement étaient en fait prêtes à vous détruire pour se protéger, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas le méchant pour avoir refusé d'être complice. Vous n'êtes pas un traître pour avoir choisi l'intégrité plutôt que la loyauté. Vous n'êtes pas responsable des conséquences auxquelles ils font face pour leur propre choix. Ma famille a pris ces décisions. Ils ont choisi la fraude plutôt que l'honnêteté. Ils ont choisi l'avidité plutôt que l'éthique. Ils ont choisi de me piéger plutôt que de rendre des comptes. J'ai choisi différemment. J'ai choisi les victimes plutôt que les auteurs. J'ai choisi la justice plutôt que la loyauté familiale. J'ai choisi de construire une vie basée sur l'intégrité plutôt que sur les liens du sang. L'oncle Richard avait raison sur tout. Il savait qui était vraiment sa famille et il m'a fait confiance pour faire ce qui devait être fait. Je me réveille chaque matin dans une maison que je partage avec quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. Sachant que mon travail aide les gens à éviter la fraude qui a détruit tant de vies. Je gère des investissements qui honorent l'héritage de mon oncle. Je dirige des programmes qui apprennent aux gens à se protéger. Mes frères et sœurs se réveillent dans des cellules de prison fédérale, purgeant des décennies pour des crimes qu'ils ne reconnaissent toujours pas pleinement. Mes parents se réveillent en prison aussi, ayant choisi de témoigner contre leurs enfants pour sauver quelques années de leur peine. La famille élargie qui m'a condamné, plusieurs font maintenant l'objet d'une enquête pour avoir accepté des rendements frauduleux. Ils savaient que les chiffres étaient impossibles. Ils ont choisi de ne pas poser de questions. Ce n'est pas une vengeance. Ce sont juste des conséquences. Et les conséquences, comme dirait l'oncle Richard, sont le test le plus vrai du caractère. Son test a révélé qui était vraiment ma famille, a révélé qui j'étais aussi. Et je suis reconnaissante pour cette clarté, même si cela m'a coûté tout ce que je pensais être ma famille. Parce que ce que j'ai construit à la place, une vie avec un but, une famille choisie de personnes qui partagent mes valeurs, un héritage d'aide plutôt que de mal, cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent ou n'importe quel lien par le sang. Le dernier cadeau de l'oncle Richard n'était pas les 8,7 millions de dollars. C'était l'opportunité de voir la vérité et le courage d'agir en conséquence. Et c'est un héritage que je passerai le reste de ma vie à honorer.